toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle d'un courant esthétique qui a marqué la fin du 19e siècle, le wagnérisme. Le wagnérisme est un courant qui adhère aux idées et à la musique de Richard Wagner. Richard Wagner est ce célèbre compositeur d'opéra du 19e siècle qui a révolutionné l'opéra romantique allemand, mais aussi d'une façon plus générale l'opéra européen. Une de ses principales innovations techniques est celle du leitmotiv, auquel j'ai déjà consacré un épisode et je vous laisse le visionner si vous voulez en savoir plus. À côté de ce leitmotiv, Wagner a aussi révolutionné l'orchestration, donc c'est-à-dire les instruments utilisés à l'orchestre, leur traitement, l'harmonie, la façon de traiter la voix et la mélodie dans l'opéra qui est aux antipodes de la tradition du bel canto en Italie. De son vivant déjà, Richard Wagner a suscité de nombreux jugements extrêmement tranchés pour ou contre, parfois orientés par des considérations tant politiques qu'idéologiques plutôt que purement musicales. Il y a peu de compositeurs qui donnent le nom à un courant esthétique, mais en réalité, dans le cas de Wagner, c'est explicable par le fait que la plupart des grandes figures culturelles de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont donné un avis à un moment précis de leur vie, ou tout au long de leur vie d'ailleurs, sur Richard Wagner. Donc on a pris la cause, ou alors on a pris le parti opposé à celui défendu par Richard Wagner. Parmi ces figures célèbres, on peut trouver Karl Marx, Tolstoï, Baudelaire, Nietzsche, Thomas Mann et bien d'autres encore. Dans le domaine musical, le wagnérisme est assez facile à observer et à comprendre, hein. Les influences sont vraiment évidentes sur Liszt notamment, sur Hugo Wolf, sur Bruckner dans le domaine de la symphonie, mais aussi un peu plus loin chez Tchaïkovski, chez Grieg, chez Camille Saint-Saëns en France notamment, et on compte parmi ces compositeurs les premiers auditeurs et les premiers fans des opéras de Wagner. Ces opéras sont au nombre de 14, et il s'agit presque tout le temps d'œuvres de grande envergure. Le point culminant se trouve peut-être dans sa tétralogie L'Anneau du Nibelung, qui contient donc un prélude et 3 opéras, donc une œuvre gigantesque hein, qui contient à peu près une quinzaine d'heures de musique. Les conceptions musicales déjà évoquées de Wagner ont marqué évidemment bon nombre de ses collègues, mais aussi ses idées nouvelles dans le domaine de l'opéra, dans le traitement de la voix, du drame, de la tragédie, et puis évidemment aussi cette idée de Gesamtkunstwerk, d'œuvre d'art totale, puisque Richard Wagner est à la fois le compositeur, le librettiste, le metteur en scène et même le peintre, enfin celui qui fait les décors de ses propres opéras. À côté du domaine purement musical, on a aussi une influence de Wagner, donc ce fameux wagnérisme dans des domaines tout à fait autres comme l'esthétique, la politique et la philosophie aussi. Ceci est dû en partie notamment au fait que Richard Wagner a écrit sur tous ces domaines, et donc ce qui signifie que les gens pouvaient avoir accès à la pensée de Wagner. Il a été journaliste pendant très longtemps, il a écrit de nombreux essais sur ses collègues, sur des compositeurs, sur des œuvres en particulier, et puis il a eu plutôt dans le dernier tiers de sa vie une grande activité d'écrivain sur des sujets tout à fait divers. Ces deux œuvres principales dans le domaine de l'opéra sont l'œuvre d'art de l'avenir qui date de 1849, et puis 2 ans plus tard en 1851 on a son grand classique qui est Opern und Drama, donc opéra et drame. La première édition de ces œuvres complètes contient 9 volumes qui rassemblent ces textes, et puis ça en fait 16 au total avec les ajouts ultérieurs de toute sa correspondance et puis de ses différentes critiques musicales. Dans le domaine politique, on peut citer par exemple l'ouvrage Art allemand et politique allemande, puis dans le domaine purement esthétique, on peut citer Public et popularité ou encore Religion et art. Wagner est probablement un cas unique dans l'histoire de la musique d'une telle influence de la part d'un compositeur sur toute une série de penseurs, que ce soit philologues, philosophes, esthéticiens, mais aussi journalistes et par ailleurs grand public. Un des cas extrêmement célèbres est sans aucun doute la relation qui lie Richard Wagner et puis Nietzsche. Vous avez le jeune Nietzsche qui voit en Wagner une sorte de figure paternelle, et donc il lui voue une sorte de culte
par-delà sa discipline, on pourrait dire, hein. En 1872, il publie La naissance de la tragédie, un grand ouvrage de recherche, hein, philologique, puisque Nietzsche est professeur de philologie à Bâle durant ces années. Et puis dans ce livre, on a une dédicace à Richard Wagner, et puis on a entre les lignes évidemment l'idée que Richard Wagner arrive à faire la synthèse entre les différents aspects, les différentes influences de la tragédie. Ces thèses de recherche, peut-être un peu trop orientées par son amour et son admiration à Wagner, ne tiennent que peu la route face à ses collègues philologues, et donc on a en réalité une sorte d'arrêt de sa carrière universitaire par ce livre-là, et puis toute une série de collègues, donc de philologues, vont démolir, hein, les thèses de cet ouvrage, et on a notamment un ouvrage d'un jeune et ambitieux collègue, Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, qui s'intitule Philologie de l'avenir, qui va démontrer disons, la vacuité de certaines thèses de Nietzsche qui se basent sur des œuvres de Wagner. Toujours dans une relation ambiguë avec Wagner, Nietzsche va petit à petit, au fil de sa vie, prendre ses distances avec ce jeune homme qu'il était, hein, au tout début, et puis il va qualifier cette musique de Wagner d'un art suspect, dangereux, d'une douceur infinie, mais qui paralyse l'intellect. On a toujours affaire ici à cette double facette Dionysos et Apollon, avec évidemment Wagner comme l'incarnation de cet art dionysaque qui parle au sens, mais qui ne parle que peu à l'intellect. Nietzsche va écrire un ouvrage qui s'appelle Le Crépuscule des idoles, qui fait évidemment directement référence au Crépuscule des dieux, la dernière partie de la tétralogie de Wagner, où il prend tout à fait ses distances avec cette espèce de facilité sensuelle qu'il voit dans les œuvres de Richard Wagner. Et durant les dernières années de sa vie, Nietzsche va même publier des pamphlets assez sévères contre Wagner, notamment une des parties de Ecce Homo, qui sera publiée à titre posthume seulement en 1908, dont l'avant-dernier chapitre s'intitule Le cas Wagner. On trouve dans cet ouvrage cette fameuse phrase « Mon expérience la plus décisive fut ma guérison. Wagner est une de mes maladies ». Et puis on a encore un dernier ouvrage qui s'intitule Nietzsche contre Wagner, qui termine quelque part cette relation de plusieurs décennies entre ce grand maître de la philologie et puis ce grand maître de la musique. Le grand écrivain allemand Thomas Mann partage quelques caractéristiques avec cette relation qu'a Nietzsche avec Wagner. Il a une admiration sans borne de Wagner, et il lui consacre quelques ouvrages, notamment Wagner et notre temps, et puis par la suite Souffrance et grandeur de Richard Wagner. Il a une admiration tout en admettant qu'on peut combiner la possibilité d'un engagement émotionnel, donc dionysaque ici, avec un engagement plutôt intellectuel, donc plutôt du côté d'Apollon ici, et donc ça ne pose pas de souci à Thomas Mann, en réalité, cette surabondance d'aspects dionysaques, puisqu'il est compensé par une réflexion intellectuelle assez profonde qu'il voit dans les œuvres de Richard Wagner. Le débat autour de l'admiration ou du rejet des œuvres de Wagner fait évidemment rage en Allemagne, hein, puisque c'est sa patrie, et toutes les grandes figures se positionnent, comme les deux précédentes que nous avons vues, mais ce débat se trouve aussi en France. Wagner voyait Paris comme un des centres du monde culturel, et il a essayé de percer assez longuement dans ses années de jeunesse, avec des succès assez mitigés, à l'image d'un de ses derniers concerts où il était présent, c'est-à-dire en 1861. Et puis lors de ces trois concerts, on voit que les critiques sont extrêmement partagées. On a des critiques très virulentes contre Wagner, en disant que si c'est ça la musique de l'avenir, dans une cinquantaine d'années, la musique sera morte. Et puis à côté de ça, on a évidemment énormément de gens et de compositeurs qui adhèrent à cette musique de l'avenir. Dans les années 1860, Wagner va prendre petit à petit ses distances avec la France et devenir par ailleurs assez critique envers ce pays. Ce qui est un peu paradoxal, puisque c'est à partir des années 1870, hein, grosso modo, que le wagnérisme se fera le plus fort en France. On a
plusieurs compositeurs qui suivent le wagnérisme musical, tant par l'orchestration, par l'harmonie, que par la dramatisation de l'opéra. On a Chausson, Duparc, César Franck aussi, qui sont vraiment des inconditionnels de Wagner. On trouve dans ces années-là aussi ce qu'on appelle le pèlerinage de Bayreuth. Ça veut dire qu'un compositeur va faire le voyage jusqu'à Bayreuth pour entendre, dans le cadre voulu par Richard Wagner, les œuvres elles-mêmes de Wagner. Un des compositeurs célèbres de cette époque, Emmanuel Chabrier, c'est d'ailleurs on pourrait dire converti à la musique à l'écoute d'un Tristan à Munich de Richard Wagner. Donc il avait un poste en tant qu'expert en droit au ministère de l'Intérieur, et puis en 1879, après l'audition de cet opéra, il va cesser ses activités officielles ou politiques pour se consacrer uniquement à la musique. Autre anecdote encore qui concerne ici un compositeur un peu moins connu, Guillaume Lequeux, donc c'est un élève de César Franck qui s'est évanoui pendant les premières mesures du prélude de Tristan lors d'une écoute à Bayreuth, et on a dû l'évacuer de la salle tant son émotion était forte. Plusieurs poètes de la modernité de la seconde moitié du 19e siècle sont des ardents défenseurs du wagnérisme, au premier rang duquel on peut trouver Baudelaire, qui va témoigner de son affection à Richard Wagner dans une lettre datée du 17 février 1860. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible, et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce miracle. Il me semblait que cette musique était la mienne, et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. S'ensuit une longue description des sensations qu'a éprouvé Baudelaire à l'écoute de ses œuvres, et puis il termine par ce que vous voyez ici. Ensuite, le caractère qui m'a principalement frappé, ça a été la grandeur. Cela représente le grand, et cela pousse au grand. J'ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature, et la solennité des grandes passions de l'homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. En Russie, on va trouver évidemment du wagnérisme musical, mais on va trouver une fascination un peu plus rare ici pour les écrits théoriques de Wagner, notamment ses écrits révolutionnaires, donc durant les révolutions de 1848, et en particulier un ouvrage qui s'appelle Die Kunst und die Revolution, donc à savoir l'art et la révolution, qui sera un ouvrage extrêmement discuté par les bolcheviks, notamment pour la conception de l'art et puis son utilité auprès de la masse ou disons du peuple. Richard Wagner jouit d'un véritable culte de la personnalité, c'est vraiment une superstar de l'époque si on fait un anachronisme. On peut le voir par de nombreuses anecdotes, une d'entre elles est celle de l'empereur Guillaume II qui a comme klaxon un des leitmotifs wagnériens. L'idéologie wagnérienne est transmise par un périodique qui est fondé en 1878, Bayreuther Blatter, donc les feuilles de Bayreuth, qui est fondé par Richard Wagner et Hans von Foltzogen, qui est donc celui qui a donné le nom leitmotiv à ces petits motifs qui sont présents dans tous les opéras de Richard Wagner. L'idée de cette revue, c'est de porter au loin l'idéalisme politique et artistique qui est développé à Bayreuth par Wagner et puis toute sa cour artistique et intellectuelle. De très nombreuses sociétés wagnériennes vont fleurir dans toute l'Europe et même aux États-Unis d'ailleurs, où on discute des thèses de Wagner, où on fait entendre aussi sa musique évidemment, et puis bien souvent on a des organes de presse wagnériens, donc des journaux au même titre que celui de Bayreuth. On a notamment pendant 3 ans à Paris, de 1885 à 1888, la revue wagnérienne qui publie mensuellement des textes soit de Wagner, soit de défenseurs du wagnérisme. Dans l'histoire de la musique, on a de nombreux cas de génies adulés à une échelle extrêmement vaste, presque continentale, mais dans le cas de Wagner, il y a ceci de particulier que sa personnalité n'a laissé personne indifférent, en bien ou en mal évidemment, et
au-delà de son propre art, donc dans la politique, dans les arts plastiques, dans la peinture, dans l'esthétique et dans la philosophie. Et cet élément-là est probablement une première dans toute cette longue histoire. Ce wagnérisme a été évidemment récupéré par le Troisième Reich et l'Allemagne nazie, où on a assez rapidement fait l'association entre Parsifal et puis l'avènement de la race aryenne. Wagner a aussi écrit évidemment des pamphlets antisémites, et puis sa femme Cosima était largement reconnue comme une des femmes antisémites les plus influentes de son temps. Il s'agit évidemment d'une part sombre de Richard Wagner que il ne s'agit pas de traiter ici, on sort évidemment du cadre du wagnérisme à proprement parler, mais ça n'en fait pas moins une personnalité incontournable du monde de l'art romantique et moderne. Si vous voulez soutenir la chaîne et être tenu au courant des actualités, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.